Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Catulu qui va être extrêmement conséquent cette semaine car j'ai lu pas moins de 6 romans la semaine dernière, 2 audios, 2 numériques et 2 livres papier. Alors, je ne m'explique absolument pas cette frénésie livresque de la semaine passée. Chose que je peux simplement vous dire, c'est que je me suis réellement éclatée dans mes lectures. Et moi, quand je m'éclate dans mes lectures, je les enchaîne. Je les enchaîne et je ne trouve rien de plus plaisant que d'enchaîner les excellentes lectures. Donc, je vais commencer tout de suite par les lectures audio. Une lecture audio que j'ai terminée, il me restait plus grand chose à lire, à écouter la semaine dernière, et une que j'ai littéralement dévorée. Donc la première, il s'agit de Rentre avant la nuit de Lisa Jewell aux éditions Hauteville. Je vous mettrai la petite vignette ici. Dans ce roman, on va suivre Tallulah. Tallulah qui est une jeune femme de 19 ans, elle est encore au lycée, elle est maman d'un petit garçon. Et voilà, elle vit avec elle s'est remis peu ou prou avec le papa de son petit garçon parce qu'elle jugeait que c'était quand même un peu mieux pour le développement de l'enfant d'avoir ses 2 parents à proximité. Un soir, ils décident de sortir au restaurant tous les deux. Tallulah confie son bébé à sa mère en disant qu'ils vont rentrer pas trop tard dans la soirée. Sauf que Tallulah et Zach ne rentreront jamais, laissant Kim, la mère de Tallulah, dans un désarroi absolument total. Elle va se retrouver en charge d'un bébé. Il a un an et demi, 2 ans, je crois, le petit garçon qui s'appelle Noah. Et elle va se retrouver à élever ce petit garçon et elle va n'avoir de cesse que de savoir ce qui est réellement arrivé à sa fille. Parce il n'y a rien de plus destructeur que de ne pas savoir. 18 mois plus tard, on va faire la connaissance de Sophie qui va s'installer à Maple House, dans la petite ville où a disparu Tallulah et Zach. Elle va suivre son compagnon qui va devenir le directeur d'un pensionnat, je crois. Et quelque temps après leur installation, elle va découvrir dans le jardin de Maple House un petit écriteau qui va signaler qu'il faut creuser à cet endroit précis. Donc, Sophie, elle est écrivaine de romans policiers, donc la fibre d'enquête se réveille en elle et elle va donc aller chercher de quoi creuser à l'endroit indiqué par ce petit panonçon. Et là, elle va découvrir un élément qui va relancer l'enquête sur la disparition de Zach et Tallulah. Alors, dans ce roman, moi, ce qui m'a le plus plu, si tant est qu'on peut dire que ce genre de choses plaît, c'est le traitement du personnage de Kim. La mère de Tallulah, qui est passée à peu près par tous les stades on va pas dire du déni, du deuil, mais elle ne comprend pas ce qui s'est passé, elle veut absolument savoir ce qui s'est passé, elle n'aura de cesse, elle n'aura un moment de tranquillité, enfin pseudo-tranquillité, tant qu'elle ne saura pas ce qui est arrivé à sa fille et à Zach. Elle le doit. Elle le dit elle-même, elle le doit à son petit-fils, elle le doit à Noah, parce que, c'est comme ça, elle sent viscéralement au fond d'elle qu'il s'est vraiment passé quelque chose de grave. Sans ça, Tallulah n'aurait jamais laissé son petit garçon tout seul. Et c'est vraiment le traitement du personnage de Kim qui a été extrêmement intéressant dans ce roman. Sinon, ça reste une enquête assez classique. J'ai vu arriver le dénouement assez rapidement, donc j'ai pas été, ça n'a pas été un retournement, ça n'a pas été une claquasse pour moi. J'avais à moitié deviné qui était derrière tout ça, mais bon, c'est bien écrit. On a envie de savoir qu'on tourne les pages. Tourne les pages. Là, en l'occurrence, c'est j'enchaînais les chapitres, les pistes audio parce que je voulais quand même savoir si j'avais tort ou pas. Mais j'ai
pas trouvé que c'était un coup de cœur, un truc renversant, phénoménal, avec des rebondissements à gogo, comme j'ai pu lire sur certaines chroniques sur Instagram. Voilà, pour moi, ça n'a pas été une claquasse de masse. Oui, alors j'ai passé un bon moment, une bonne lecture, mais voilà, ça restera pas non plus dans mes romans préférés de l'année. Hein. Alors après, peut-être que c'est pas le roman, le meilleur roman de Lisa J. Welch. Voilà, j'en lirai sans doute d'autres à l'occasion, hein, histoire de me faire une autre idée. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas été la révélation du thriller de l'année. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez trouvé que c'était complètement novateur, si vous avez eu une claque. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a fait que ce roman a été une claque pour vous. Je serai toujours ravie de discuter avec vous dans la bienveillance et la tolérance, bien entendu. Autre livre audio que j'ai surkiffé, et là par contre c'est un coup de cœur, il s'agit de Un abri de fortune d'Agnès Ledig, dont je vous mettrai la petite vignette ici, que j'ai eu l'occasion d'écouter grâce à Ned Gallet en service presse audio, mais il est sorti en grand format chez Albin Michel. C'est mon premier roman d'Agnès Ledig. Je me suis dit, j'ai jamais lu d'Agnès Ledig, pourquoi pas commencer avec son dernier en audio. Donc quand j'ai eu l'occasion de solliciter ce service presse, je n'y ai pas manqué et j'y suis allée de bon cœur et bien m'en a pris. Dans ce roman, on va faire la connaissance de 3 personnages qui sont cassés. Ils sont cassés pour des raisons différentes, chacun d'entre eux. On a Rémi qui est un jeune homme qui sort de prison, qui a purgé une peine de prison pour un fait qu'on apprendra un peu plus loin dans le récit, et il doit se réacclimater à l'air libre, à la liberté qu'il n'a pas pu goûter pendant toute sa période d'emprisonnement. Il va falloir qu'il réapprenne à vivre en dehors de 4 murs. Et on a aussi Clémence, qui est une jeune fille de 19 ans, qui sort d'un très très long séjour à l'hôpital. On ne sait pas pourquoi elle est à l'hôpital, en tout cas, elle est toute frêle, elle est toute mimi, croirait un petit oisillon tombé du nid. On ressent cette fragilité dès les premiers mots qui sont utilisés pour décrire ce personnage. Et on a Karine qui est une femme, elle a 45 ans. Quel bel âge. C'est pas parce que je vais avoir 45 ans dans un mois et demi que je dis ça, mais bon, voilà. Elle a 45 ans et elle sort d'un gros burn-out professionnel. Et on leur a proposé tout à chacun, à ces 3 personnages, une place dans un espèce de... c'est pas un centre, c'est une maison qui est perdue dans un petit coin des Vosges. C'est le domaine des sens perdus qui a été créé, construit, réhabilité par un couple, Adrien et Capucine, qui eux aussi ont un bagage assez lourd. Et voilà, ils se sont construits un espèce de cocon en pleine nature, en plein cœur des Vosges, où ils vont réapprendre, aider ces gens, des personnes à retrouver goût à la vie, réapprendre à se connecter avec eux-mêmes et avec la nature au sein de leur domaine, parce qu'ils prônent la permaculture, ils essaient de vivre en autosuffisance, ils font pousser leurs légumes, leurs fruits. Ils ont un troupeau de chèvres dont ils tirent du lait pour faire du fromage. Et Clémence va vraiment avoir une relation toute particulière avec ses chèvres et ses fromages. Elle va réapprendre le goût à la vie en fabriquant ses fromages, en faisant plein de recettes. Elle va découvrir les plantes, les fleurs. Elle va découvrir aussi tout le pouvoir guérisseur des fleurs et des plantes. Elle va vraiment s'épanouir dans cet océan de verdure. Et ces 3 personnages vont créer des interactions entre eux et ils vont s'aider mutuellement, ils vont servir de béquilles les uns aux autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver confiance en eux.
confiance en la vie. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien, j'ai adoré ce roman, j'ai adoré ces personnages, ils sont tellement touchants, fragiles, ils sont, voilà, on alterne entre les sourires et les larmes, parce que franchement, il y a certains passages qui sont tellement émouvants, ça vous prend au cœur, ça vous serre le cœur, ça vous le broie, ça vous le remet dans la poitrine, et ma foi, vous êtes obligé un petit peu de rester comme ça, mais franchement, qu'est-ce que c'était bien. Et alors, vu que c'est quand même un livre audio, c'était tellement... la voix du narrateur était tellement bien. Ce roman a été lu par François-Éric Gendron, qui était tellement... Enfin, sa voix, elle est tellement chaude, enveloppante, captivante. Moi, je pourrais écouter cet homme-là me raconter des histoires pendant des heures, tellement il a une voix captivante. Il a pris ce texte à bras le corps, il lui a donné vie, il a donné vie au personnage, il a tellement donné vie à ces personnages, à cette ambiance, il a fait vivre ce domaine des sens perdus. Et il y a un personnage aussi dans ce roman qui s'appelle Jean, c'est un vieux monsieur, et va y avoir une histoire en fil rouge en parallèle des histoires de ces trois personnages. Et ça va être... l'histoire de Jean, elle est tellement touchante, elle est tellement émouvante, elle est triste. Elle est tellement triste aussi. Et ça a fait monter tellement d'émotions. J'avoue que j'ai le chic quand même pour écouter la fin de mes romans audio quand je vais courir. Et j'ai écouté la fin d'Un abri de fortune pendant ma sortie de course à pied la semaine dernière. Et j'ai été obligée de m'arrêter à un moment de courir parce que voilà, le flot d'émotions a été tellement intense que j'avais énormément de mal à respirer. Ça m'a pris aux tripes, ça m'a pris au cœur. Franchement, c'est un roman à lire. Si vous ne connaissez pas la plume d'Agnès Le Dic, allez-y. Franchement, Un abri de fortune est fait pour vous. C'est voilà, une écriture fluide avec des personnages attachants, beaucoup de messages aussi qui sont véhiculés dans ce roman. Franchement, moi j'ai adoré, et je pense que ça va pas être mon dernier roman d'Agnès Le Dic. Je pense que je vais découvrir tous ces autres romans parce que ça m'a tellement plu. Et petit message à François-Éric Gendron, si vous avez lu d'autres romans en livre audio, n'hésitez. Franchement, moi j'aimerais vraiment découvrir ce que vous avez lu, parce que voilà, des livres audio avec votre voix, c'est absolument fantastique. On va donc poursuivre avec totalement autre chose. On va poursuivre avec La Louve Cathare de Mireille Calmel, publié aux éditions XO. J'avais lu le premier tome. Alors, j'ai regardé sur Livre Addict parce que je ne me rappelais plus. Je pensais pas que c'était si éloigné que ça, mais j'ai dû le lire en 2019 ou 2020. Donc, ça remontait quand même un petit peu. J'avais dit que je tarderais pas trop à lire le tome 2 et puis finalement, pas du tout. Voilà, donc ici, on retrouve les personnages du tome 1. Je vais éviter, je vais pas vous spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'on va retrouver ces histoires de Griffonnel qui a été élevé à Paris, dans le quartier des prostituées, par sa mère, Mao. Et un jour, Mao va être assassiné par un homme. Et Griffonnel va donc découvrir que Mao cachait un secret, qu'elle était cathare, et que Mao dissimulait un secret, une mine d'or absolument faramineuse, et qui permettait d'asseoir un petit peu la vie du peuple cathare. Et donc Griffonnel va d'abord s'enfuir pour sauver sa peau, et aussi essayer de venger la mort de sa mère, en retrouvant son assassin. Et plus elle va creuser, plus elle va découvrir que cette histoire est loin d'être aussi simple. En plus de ça, elle va s'amouracher d'un jeune homme dont elle a volé la bourse. Et ce jeune homme n'est autre que le futur roi de France. Oui, le fils de Blanche de Castille.
digne héritière de Aliénor d'Aquitaine. Voilà, pour vous faire un petit peu la généalogie, hein, Aliénor d'Aquitaine qui se trouve toujours ici, 20 ans après Soblister. Donc bon, elle prend pas la poussière, hein, mes mères, mais enfin bon quand même. Donc, dans ce tome 2, on est 3 ans après les événements qui ont eu lieu dans le tome 1, et on va continuer à suivre l'aventure de Griffonnel. Et là, on va quitter Paris pour aller en terre cathare pour ce qu'on va appeler la bataille finale. Donc, on a retrouvé les personnages. Griffonnel a bien changé en 3 ans, car voilà, elle va être mise à l'abri par le futur roi de France, sauf qu'elle va être confinée dans un endroit qui ne lui plaît absolument pas. Et du coup, elle va ourdir sa vengeance contre le Amaury de Montfort, qui est un anti-cathare pur jus. Et donc, on va suivre tous ces personnages, Blanche de Castille, Louis, le peuple cathare. Là, on va vraiment être en terre cathare et on va apprendre l'histoire du peuple cathare dans le sud de la France, du côté de Toulouse. Et c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé le côté historique de ce roman, qui, comme toujours avec Mireille Calmel, est toujours extrêmement bien documenté. Et j'ai eu un peu plus de mal à m'attacher au personnage. Alors peut-être que j'ai laissé passer trop de temps entre le tome 1 et le tome 2, mais autant j'ai trouvé Griffonnel un peu niaise dans le premier tome. Ici, elle a radicalement changé. Alors, il faut dire aussi qu'avec les épreuves qu'elle a suivies entre le tome 1 et le tome 2, on peut comprendre qu'elle se soit un petit peu endurcie. Mais voilà, ces deux personnes, on pourrait croire que ce sont quand même deux personnages complètement différents, tellement elle s'est vraiment endurcie. Il y a eu un rebondissement que je n'ai pas vu venir dans ce tome 2 et qui m'a réjoui quand même, parce que je m'y attendais tellement pas, mais c'est un rebondissement heureux, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé aussi la relation qu'elle avait entre la louve cathare, qu'il y avait entre la louve cathare et Griffonnel. Cette relation d'amour et de haine, franchement, c'était hyper intéressant. Si vous aimez les bons romans historiques, franchement, allez-y. En plus de ça, c'est une duologie, c'est pas une saga qui dure sur 150 tomes. Il n'y a que 2 tomes et c'est franchement une régalade pour les amateurs de romans historiques. En tout cas, moi, je me suis beaucoup régalée avec En terre cathare. Voilà, c'est une période de l'histoire française qu'on connaît assez peu et ça donne franchement envie de creuser un petit peu cette période de l'histoire. Donc, je vous encourage vivement à découvrir La louve cathare de Mireille Calmel. Autre roman que j'ai lu dans le cadre du challenge Les louves du polar, j'ai lu Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine qui est paru aux éditions de Les Muscadiers. J'ai vu que des chroniques dithyrambiques sur ce roman, des coups de cœur, des claquasses. Alors je me suis dit, bon bah de toute façon, voilà, Amélie Antoine, c'est toujours une valeur sûre. Donc, je me suis empressée de lire son dernier roman. Ici, on est avec Lila et Maxime, qui sont un couple heureux. Ils ont une petite fille, une petite Zélie de 4 mois. Alors, c'est un bébé qui a énormément de mal à faire ses nuits. La pauvre Lila est exténuée. Elle n'arrive pas à... Elle ne dort pas la nuit parce que la petite se réveille car elle fait ses dents. Et dans la journée, elle ne peut pas poser la petite plus de 10 minutes, sans quoi elle se met à hurler. Donc, c'est très, très difficile pour elle, ne serait-ce que de prendre une douche et d'avaler quoi que ce soit. Elle est exténuée. Du coup, Maxime lui propose de prendre Zélie pour la soirée, de sortir afin qu'elle puisse se reposer pendant une soirée. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle prend un bain, elle se fait livrer des sushis et elle s'endort comme une masse. Elle se réveille en sursaut à 2 h du matin. Et là, elle s'aperçoit que Maxime et Zélie ne sont pas rentrés. Et ben, la descente aux enfers va commencer. Alors, le roman est découpé en 3 parties.
La première partie, on est sur le coup de l'émotion de la disparition de Maxime et Zélie. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Pourquoi Maxime ne donne absolument pas signe de vie, malgré les appels et les SMS envoyés par Lila sur le portable de Maxime? Et alors, dans chaque partie, on va alterner entre le passé et le présent. On va remonter, je crois, 1 an et demi à 2 ans avant le drame. Avant cette fameuse soirée de juillet 2022 où Maxime a disparu avec Zélie. Et voilà, on va rencontrer Lila et Maxime quand ils se sont rencontrés, leur rencontre, comment ils se sont mis en couple, à quel moment, comment ils se sont mariés. Et on va, voilà, par petites touches, Amélie Antoine, elle va distiller le doute. Elle va distiller des petits éléments qui vont nous faire dire que finalement, l'ambiance n'est peut-être pas aussi rose dans le couple et dans la famille. Dans la deuxième partie, la disparition de Maxime et Zélie va prendre une autre tournure et on va partir dans complètement autre chose. Dans des sujets vraiment pas glop. Hein, c'est un roman très, 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 très sombre dont Amélie Antoine a voulu parler de sujets, pour certains, encore tabous, hein, que ce soit dans la société ou dans la littérature noire, ce qui a fait quand même quelque chose de très angoissant. On va partir sur complètement autre chose. Et je lui ai dit, bah oui, mais bon, on est quand même à la moitié du roman. Ça va pas se finir comme ça. C'est pas ça la résolution de l'affaire. Eh ben non, parce qu'il y a une troisième partie, encore. Et là, la troisième partie, on monte encore un cran dans, moi, ce que j'appelle l'horreur. Pas l'horreur, le sanguinolent, les tripes à l'air, les boyaux à l'air. Non, dans l'horreur psychologique. Et là, Amélie Antoine, elle est très forte là-dessus. Elle est très très forte, elle a encore ajouté un degré supplémentaire dans l'horreur. Et c'est un roman que j'ai lu très vite parce que c'est extrêmement addictif, mais c'est aussi extrêmement anxiogène. C'est très 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 anxiogène. Alors je dois vous dire quand même qu'à la moitié du roman, j'ai senti venir la fin. Et bon, ça n'a pas été, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une claquasse, mais qu'est-ce qu'elle est forte, Amélie Antoine, pour nous pondre des romans noirs, sombres, extrêmement addictifs sur des sujets vraiment pas globes du tout. On passe par toutes les émotions avec Lilas, par vraiment toutes les émotions. Je ne vais pas vous dire lesquelles parce que ce serait vous spoiler l'histoire, mais on passe vraiment avec toutes les émotions, avec ce personnage féminin. Et franchement, on ressort de là, je dis waouh. Et franchement, je me dis que ce que Amélie Antoine nous a raconté ici, moi, à mon avis, je pense que ça existe dans la vie réelle et on n'en parle pas assez. Ça se passe et ça conduit à des drames familiaux affreux qui font la une des journaux. Et franchement, là, franchement, le titre de « Pourquoi tu pleures », il a vraiment toute sa sonorité. Vous comprenez vraiment le vrai sens de ce titre à la fin du roman. Et c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors pour moi, ça n'a pas été une grosse claque, mais j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu. Mais voilà, comme j'ai un peu deviné comment ça allait se terminer, ça n'a pas été vraiment une claquasse de ouf. Mais c'était vraiment... c'est un excellent roman, encore une fois, d'Amélie Antoine. Si vous ne connaissez pas cette autrice française, jetez-vous sur ses romans. Ça peut paraître... Ça commence comme des romans de littérature blanche, de littérature contemporaine. Et à un moment, de toute façon, ça bascule dans le noir. À un moment ou un autre, ça bascule dans le noir. Et franchement, c'est une autrice qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et qu'on voit encore assez peu dans les salons littéraires, que ce soit des salons littéraires noirs ou des salons littéraires plus généraux.
allez découvrir Amélie Antoine. Pourquoi pas avec Pourquoi tu pleures ou avec ses autres romans de sa bibliographie qui commencent à être un petit peu conséquentes pour cette jeune femme. Mais allez-y, franchement, c'est de l'or en barre. Je vais boire un petit coup. Dans un tout autre registre, j'ai lu en lecture commune avec la douce Estelle du compte et de la chaîne YouTube Petite Lectrice, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Nous avons lu en lecture commune donc le premier tome de L'immeuble de la rue Cavendish, Les manigances de Margot de Caroline Kant aux éditions Les Escales. Alors ici, on est dans Paris, dans le 19e, je crois, pas très dans le quartier des Buttes-Chaumont, où se situe un immeuble dans la rue Cavendish qui existe. Dans cet immeuble où Margot va emménager suite à une rupture récente avec son amoureux, son oncle, et qui est propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, va lui louer afin qu'elle puisse se retourner et reprendre un petit peu le cours normal de sa vie. Margot, elle est chiropracteur. Elle est chiropracteur, elle a un cabinet avec deux autres amis, une naturopathe et un ostéo. Ou si c'est le copain qui est ostéo et elle qui est chiro, enfin bon bref. Vous voyez, hein, c'est quand même un petit peu les métiers, des métiers qui prennent soin des gens. Et ben Margot, elle va s'installer du coup dans cet appartement, dans cet immeuble, avec un voisinage pas piqué des hannetons. On va dire ça comme ça. Au-dessus, il y a un couple qui passe son temps à se hurler dessus. Elle a un petit papy qui perd un petit peu la tête et du coup elle le retrouve assez souvent dans l'escalier en pleine nuit et il s'amuse à faire peur aux gens. On a une jeune femme assez pétillante qui est violoniste dans un orchestre. On a un couple de gays, Marcus et Jérôme, qui sont absolument adorables. Enfin bref, on a tout ce microcosme qui vit dans cet immeuble. Et elle a aussi une petite voisine des voisins de palier avec une petite fille, Lou, qui s'invite assez régulièrement chez elle, qui est un petit peu considérée comme la peste de l'immeuble. Mais finalement, quand on apprend à la connaître, eh ben, elle est, somme toute, assez attachante, cette gamine. Bon, même si j'aimerais pas qu'elle vienne squatter mon appartement tous les 4 matins. Vous voyez, bref. Donc... Margot va apprendre à connaître un petit peu ses voisins et un soir, une violente dispute éclate dans l'appartement du dessus et du jour au lendemain, on ne verra plus la voisine et elle va s'inquiéter et elle va essayer de mener l'enquête pour savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est quand même assez drôle parce que bon, le personnage de Margot est assez attachant, mais elle peut être agaçante par certains côtés, à fourrer son nez partout. Alors, même si il se passe des choses bizarres chez ses voisins, on ne prend pas le parti d'aller les espionner à partir de l'immeuble d'en face. Donc, elle va se mettre dans des situations complètement loufoques, quitte à mettre en danger une toute nouvelle relation avec un autre garçon. Et alors, moi, avec Estelle, on a quand même beaucoup aimé ce roman qui se lit quand même assez vite. Parce que vous voyez, il n'est pas très épais et voilà, c'est écrit quand même assez gros. Les chapitres sont très courts et le style de Caroline Kant, il est quand même assez vif, assez enlevé et on a envie de savoir quand même ce qui va se passer. La vie dans cet immeuble a un petit côté auberge espagnole. Tout le monde rentre les uns chez les autres. Voilà, c'est une grande... Ça a un peu l'impression d'être une grande famille. C'est très frais. Alors, je peux vous dire qu'après une lecture comme après Pourquoi tu pleures, c'est assez rafraîchissant. C'est voilà, une série que... là, pour l'instant, il y a 4 tomes qui sont parus. Où le 4e tome va pas tarder à paraître. Ou il va paraître dans le courant du mois de mars. En tout cas, voilà, ils sont les autres. Voilà, ils sont ici. Et je pense on a prévu avec Estelle de se lire le tome 2, je ne sais pas quand Estelle sera dispo. Mais en tout cas, on a vraiment beaucoup aimé, ce premier tome, tous ces personnages. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur quand même pour Alphonse, le vieux monsieur qui perd un petit peu la tête et qui
qui fait peur un petit peu à tout le monde. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour lui, parce que sous ses dehors un peu foufou, bah, c'est quand même... Voilà, un homme avec un passé, un homme avec une histoire assez touchante. Et voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce personnage. En tout cas, je vous encourage vivement à découvrir l'immeuble de la rue Cavendish avec ses personnages, avec ses habitants, parce qu'on va suivre dans plusieurs romans. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très rafraîchissant, ça se dévore comme un épisode de série. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, si vous êtes accro aux séries, je vous encourage à découvrir l'immeuble de la rue Cavendish. Voilà, et enfin, je ne pensais pas vous présenter ce roman-là dans cette vidéo, mais comme je l'ai terminé hier soir, je l'ai terminé beaucoup plus vite que prévu, donc je vais vous en parler. Il s'agit des Mauvaises épouses de Zoé Brisby, aux éditions Albert Michel. Il est sorti mercredi dernier, mercredi 1er mars, dans toutes les bonnes librairies. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas passer à côté de ce roman. C'est mon premier roman de Zoé Brisby. J'avais vu quelques romans passer sur les chaînes de Magda Triple L, de Mag, d'Angie, Madame Chachali, et je crois aussi de chez Estelle, avec des romans un peu feel good, un peu frais, un peu humoristiques. Et ici, Zoé Brisby, elle change complètement son fusil d'épaule. Ici, on va être dans les États-Unis des années 1950, plus précisément dans la banlieue de Las Vegas, en 1952, où les États-Unis font la course à l'armement nucléaire afin de damer le pion à l'URSS en cas d'attaque nucléaire de l'URSS. Et donc, on va se retrouver dans une petite ville en banlieue de Las Vegas, pardon, petite banlieue qui s'appelle Artemisia Lane, qui n'est pas sans rappeler Wisteria Lane. Alors, est-ce que l'autrice a voulu faire un clin d'œil à Desperate Housewives? Il y a peut-être pas loin, mais je me dépêche parce que j'ai quasiment plus de batterie sur le téléphone. En tout cas, on se retrouve dans cette petite banlieue avec des maisons assez proprettes où vivent tous les scientifiques et militaires qui participent au projet de l'élaboration de la bombe nucléaire. Et ils font des essais, forcément, à quelques encablures de la ville, et à chaque lancer est propice à faire une fête, à faire une réception qui a lieu dans chaque maison à tour de rôle. Et on découvre les personnages dans la maison de Summer, qui est l'épouse du chef du département scientifique. Et Summer, bah voilà, c'est une petite chose un petit peu effacée. Voilà, elle est plutôt dans l'optique de sois belle et tais-toi, plutôt que dans le MeToo. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1950 aux États-Unis. Et elle ne partage pas l'engouement général pour les explosions nucléaires. En plus de ça, à chaque fois qu'il y en a une, elle souffre de saignements de nez. Alors, c'est ce qui fait beaucoup rire son mari, parce qu'il lui dit « Ma pauvre fille, t'es vraiment une petite chose fragile ». On en reparlera, mais voilà, elle a une existence un peu morne, triste, effacée. Et cette existence va être complètement bouleversée le jour où un autre couple va emménager à Artemisia Lane, un couple de voisins, et la femme, Charlie, va être à elle toute seule une autre bombe qui va exploser dans le quotidien de Summer. Voilà, Charlie, elle est tout ce que Summer n'est pas. Elle est flamboyante, elle est magnifique, elle est belle, elle est magnétique, elle est libre, elle est indépendante. Et donc, les deux femmes vont très vite se lier d'amitié, voire même se lier tout court. Et Charlie va apporter énormément de choses à Summer. Elle va la sortir de son quotidien triste et elle va bousculer toutes les croyances que Summer pouvait avoir de sa petite vie tranquille. Et voilà, dans ce roman, Zoé Brisby fait un hommage aux femmes, au combat que doivent encore mener les femmes et au combat qu'elles menaient encore à l'époque. Car à l'époque, et dans ce roman, on le voit vraiment très clairement, les femmes ne pouvaient absolument rien faire sans l'autorisation de leur mari, ne serait-ce que pour s'acheter des fringues. Il fallait demander l'autorisation à leur mari. Elles avaient un petit pécule d'argent pour la semaine, mais c'était que pour les courses, absolument pas pour leurs loisirs. Et elles n'avaient d'autres loisirs que de briquer la maison et d'avoir un intérieur parfait et de faire des réceptions parfaites. Le but ultime, c'est de faire les meilleurs fourrés à la saucisse. Rendez-vous compte un petit peu.
du quotidien de ces femmes en 1950. Alors, Charlie, quand elle arrive là-dedans, ça va être le chien dans un jeu de quilles. Elle va pas se faire aimer tout de suite, hein, elle va se faire même détester de quasiment toutes les femmes d'Artemisia Lane. Et on va apprendre que, voilà, sous ces derrières flamboyants, se cache une femme blessée. Une femme, voilà, on va parler de sujets un peu graves quand même, hein, la violence conjugale, la violence physique, mais aussi la violence morale de ces femmes dans leur quotidien pas simple du tout. Et voilà, on va suivre le destin de ces deux femmes. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit super vite. La plume de Zoe Brisby, elle est extrêmement fluide et on apprend énormément de choses sur le quotidien des femmes de 1950, mais aussi sur les États-Unis de 1950, cette course à l'armement et cette méconnaissance totale sur les effets des radiations. Car comme je vous dis, hein, Artemisia Lane, ils sont vraiment à quelques encablures, à quelques kilomètres seulement du lieu des essais des bombes nucléaires. Et à chaque fois qu'il y a une bombe qui explose, ils sentent le souffle. Donc forcément, il y a de la radiation qui arrive et on est en méconnaissance totale des effets de radiation. Et franchement, ça fout les miches hein, quand même hein, sur le quotidien de ces gens qui habitaient à quelques encablures des essais nucléaires. Voilà, c'était le choix politique des gouvernements de l'époque. Est-ce que c'était bien ou pas? On ne saurait le dire, hein, on n'est pas là pour se poser la question, mais voilà, c'est un genre qui, là pour le coup, Zoe Brisby n'a pas voulu faire sourire, elle a voulu montrer le combat de ces femmes. C'est un roman pour les femmes, par des femmes, avec des personnages essentiellement féminins, et on n'a pas toujours le meilleur côté hein, des personnages féminins, on a aussi toute la mesquinerie qu'il peut y avoir entre les femmes, et c'est vraiment hyper intéressant. Je vous recommande vraiment ce roman, Les mauvaises épouses. Voilà, le titre est extrêmement évocateur quand on referme le roman. C'est un très très bon, voilà, une très très belle découverte pour ma part. Je pense que je lirai les autres romans de l'autrice et franchement, c'est une très très belle découverte. Je vous encourage vivement à la découvrir. C'est très 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 intéressant. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir ces romans et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous savez que j'adore vous lire, que j'adore papoter avec vous, papoter livre avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!